Pierre Bernasso, bonjour. Bonjour, Lionel. Je vous remercie de faire l'amitié aux auditeurs de chers clients, de venir leur parler de votre activité Oui. et de votre entreprise. Votre entreprise, c'est Sistran, une Exact. entreprise dont vous allez nous parler qui est spécialiste de la traduction automatique. C'est exact. Sistran est un éditeur de logiciels, donc on conçoit notre logiciel et nous sommes une société monoproduit. Le nom du produit s'appelle Sistran, comme la société, et nous faisons la traduction automatique depuis maintenant plus de 40 ans. Alors bien sûr, en 40 ans, beaucoup de choses ont changé, les technologies ont eu plusieurs générations. Aujourd'hui, nous en sommes au stade où nous faisons un outil de traduction automatique très spécialisé, c'est-à-dire qui se personnalise pour chaque client, de manière à ce que finalement chaque client traduise avec son propre jargon, son propre mot-clé, mot technique. Et c'est cette approche hyper spécialisée que nous poussons aujourd'hui chez nos clients. Alors vous faites quoi? On traduit quoi? Eh bien, là, la problématique de la traduction, elle est extrêmement large, et c'est pour ça aussi que la relation client est extrêmement large. On traduit, j'allais dire le tout venant, c'est-à-dire des documents bureautiques, des pages web intranet, des pages web internet. Mais c'est pas que cela aussi, on peut traduire aussi du chat, on peut traduire des messages téléphoniques par exemple, retranscrits en texte, puisqu'on traduit du texte par définition chez Sistran, on est focalisé sur la traduction de texte. Et pas de voix. Et pas de voix pour l'instant. Voilà. Et en fait, l'usage de la traduction automatique, il est double. Parce que la traduction, elle se fait dans les deux sens. Soit je traduis pour moi, en tant qu'usager, en tant que client, donc je suis dans une logique de compréhension, soit je traduis pour les autres, c'est-à-dire que moi je suis éditeur, et je veux publier une information en langue étrangère pour un éditoire dans de multiples langues. À ce moment-là, je suis dans le marché de la publication. Et Sistran adresse ces deux marchés, ce marché de la compréhension, ce marché de la publication, avec des solutions informatiques qui vont de la solution gratuite sur Internet, comme plusieurs éditeurs proposent, donc accessible à tous, au grand public, jusqu'à des solutions très pointues, très performantes et très spécialisées pour des très grands comptes, des grands éditeurs logiciels, des grandes organisations internationales. Et dans ce contexte de grandes organisations, on a un marché spécifique qui est le marché défense et sécurité civile, parce qu'en fait, les principaux organismes policiers du monde, les principaux organismes de défense du monde utilisent Sistran pour traduire. On se demande en fait pourquoi, mais en fait ils traduisent pour pouvoir faire de la recherche de personnes, rechercher des préparations des attentats par exemple autour de Al-Qaïda, ou également au niveau des conflits armés un peu partout dans le monde. Les militaires ont besoin d'outils de traduction automatique pour pouvoir effectuer des interviews de personnes locales Et comprendre aussi ce qui se dit dans les différents dialectes en Afghanistan, mais bientôt là, on est plutôt ailleurs. dans une logique de compréhension que de publication. Dans ce Tout à cas-là. fait, Oui, tout à oui. fait. Voilà. Alors, Sistran, quelques mots sur Sistran. C'est une Sistran, entreprise qui est née quelques quand, mots-clés, où né aux États-Unis, en Californie, pour les comptes du gouvernement américain, pour traduire du russe vers de l'anglais, à l'époque de la guerre froide. Donc c'est quelque chose qui revient de très longtemps, de très loin. Aujourd'hui, société française, cotée à la bourse de Paris, avec un chiffre d'affaires d'à peu près 11 millions d'euros au niveau global, avec une équipe de 80 personnes réparties à moitié-moitié sur Paris, où il y a le siège social, et en Californie, où nous avons une filiale pour s'occuper des clients des Amériques. racontez-moi comment on passe d'une société américaine à une société française. Alors cela s'est fait à l'époque des années 80, où un industriel français, amoureux des technologies, a racheté cette société. Cet industriel s'appelle Monsieur Gachot, qui était le Vallourec de l'époque, c'est-à-dire une industrie de fabrication de robinets, de pipelines. Donc ça n'avait rien à voir avec l'informatique.
Mais c'est cette personne... les tuyaux de l'information, Voilà. après les tuyaux classiques. Exactement. Ouais, c'est intéressant ça. Donc il a racheté cette structure. Et ensuite, en 2001, on a fait notre IPO pour ouvrir le capital et augmenter, je dirais, la structure de la société pour la développer. Alors, donc 80 personnes. 80 personnes, focalisées moitié-moitié. Moitié-moitié, et focalisées sur un produit qu'on édite, qu'on produit. La force R&D chez nous est prépondérante. Il y a 50 personnes en R&D pour faire évoluer le produit, car la traduction automatique, c'est un sujet très innovant. Il faut sans cesse se remettre en cause, faire avancer le produit, parce qu'évidemment, pour un client, la machine traduit jamais assez bien. Ouais. Donc c'est une course sans cesse à la perfection. Et aujourd'hui, par des techniques statistiques, on arrive à faire apprendre à la technologie Sistran à partir de bases documentaires, de sites web que l'on crawl automatiquement. Enfin, donc, on apprend à partir de textes le vocabulaire, le jargon d'un métier particulier, l'automobile, le juridique. Alors, avant de revenir au cœur du sujet, mais oui. Vous-même, vous êtes arrivé quand chez Sistran et en passant par où? Alors, je viens du monde de la gestion de contenu d'entreprise. Et je suis passé par plusieurs éditeurs de logiciels américains. Documentum, OpenText, MC, Everteam, des différents éditeurs. Et je me suis intéressé à Sistran il y a de cela maintenant 7 ans. Je suis rentré chez Sistran pour créer le département marketing. Et parce que cet éditeur a, de mon point de vue, un énorme potentiel, parce que le besoin de réduire la barrière des langues, il est universel. Il est universel, il adresse le grand public comme des sociétés. Alors, la question qui nous vient immédiatement, je suis sûr qu'on ne vous l'a jamais posée, c'est comment vous vous positionnez par rapport à des Google qui traduisent de plus en plus directement dans l'outil qui sert à naviguer. Donc ils ont l'air d'avoir une position qui a l'air un peu difficile à prendre. Alors oui, comme la traduction est un enjeu important, de grands acteurs s'y sont intéressés. Donc nous avons aujourd'hui 3 grandes technologies en face de nous, une portée par Google, une portée par Microsoft et une portée par IBM. Donc ce sont quand même des poids moyens, voilà, des mastodontes de l'informatique qui se sont intéressés à ce sujet. Ce qui montre que le sujet correspond à un enjeu. Et on le voit, on a des clients qui investissent de façon stratégique dans notre technologie pour justement se rendre multilingue. Des sociétés comme Cisco, par exemple, Adobe, des grands éditeurs se sont amenés à s'équiper d'une technologie comme la nôtre pour se rendre multilingue, c'est-à-dire pour mettre à disposition de leurs clients des bases après-vente pour justement optimiser la relation client et fournir l'information dans la langue du client pour une meilleure compréhension pour lui. Alors, la réponse à ma question, je ne l'ai pas. Non, mais je vais vous la donner. Donc, par rapport à Google, effectivement, nous avons une approche radicalement opposée, puisque Google propose un outil générique par simple copier-coller et qui fait une traduction générique. Nous, notre approche, c'est d'avoir une traduction hyper spécialisée. C'est-à-dire que, contrairement à Google, chez Sistran, on part des données du client, on part de ses contenus, sites web, documents, bureautiques, bases d'archives de toute nature, bases email aussi, pourquoi pas. On part de ces données et on fait apprendre au moteur son jargon, son vocabulaire. Et ça permet d'avoir un niveau qualitatif largement supérieur à de la traduction générique. Est-ce que, je vous parle en total béotien, est-ce que l'approche idéale, ce ne serait pas le mélange des deux? C'est-à-dire d'avoir d'une part la partie générique pour ne pas avoir à la réinventer et de coller par-dessus la partie très spécifique, pointue, spécialisée du domaine. C'est effectivement notre approche. Aujourd'hui, nous proposons un ensemble de traductions génériques, au même titre que Google. D'ailleurs, on a un portail, sistranet.com, qui est utilisé par plus de 2 millions de visiteurs uniques mois, qui semble donc être
bien une alternative au Google Translate ou au Bing Translator, on n'en citait que deux, et puis il y en a bien d'autres. Et malgré tout, donc, par rapport à cette couche générique, on rajoute dessus ce qu'on appelle des modèles, chez nous qui s'appellent hybrides, parce qu'on utilise à la fois de la linguistique et de la statistique pour optimiser la qualité de traduction. Et alors, vous avez bien spécifié qu'il s'agissait pour l'instant de traduction de texte et pas de voix. Oui. On parle beaucoup de Siri, d'Apple, Oui. avec là cette fois-ci la traduction de la voix. On a l'impression qu'il ne comprend pas forcément toujours, et que donc il y a des choses plus ou moins plus performantes que ça. Il y a d'autres outils qui sont connus depuis très longtemps également, mais de traduction de la voix. Oui. Quelle est votre position par rapport à ça? Alors aujourd'hui, on a une approche plutôt de partenariat avec des experts du monde de la voix. Le problématique de la traduction voix, c'est il y a 3 étapes. Je dois analyser le signal vocal pour le transcrire en texte. Ensuite, je le traduis de texte à texte. Et enfin, 3e étape, je régénère de la voix à partir de mon texte. Ouais. Ces 3 familles de technologies, aujourd'hui, sont assez disjointes. Et donc, il faut établir des workflows entièrement automatisés pour pouvoir faire collaborer ces 3 familles de technologies. Donc, on a la chance, en France, ouais, d'avoir un pôle recherche assez développé, à l'INRIA, ou également dans d'autres universités, comme l'Université du Mans. Et nous sommes la France est assez à la pointe sur ces 3 sujets. À la fois la génération, à la fois ce qu'on appelle le text-to-speech, donc ça c'est la génération, le speech-to-text qui est dans le sens inverse, de la voix vers le texte, et puis la traduction automatique, puisque nous sommes un acteur assez important sur le marché. Comment ça s'explique? Pourquoi est-ce qu'on est bon en France dans ce domaine-là? On a des espions qui sont très, très performants ou... Je dirais qu'il y a de la part de la France une volonté d'investir dans des technologies de cette nature, ce qui est déjà un bon point. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la volonté à l'échelon européen d'investir dans des techniques de traduction, puisque la Commission européenne est le premier centre de traduction mondial avec plus d'1 milliard annuel de budget pour traduire tous les textes qu'ils doivent traduire. Donc le sujet traduction est souvent plus porté par des cultures multilingues comme l'Europe, ouais, que le monde américain anglo-saxon ou chinois qui est plutôt monolinguistique. Ouais. Quoique depuis, je dirais récemment, depuis 2-3 ans, on voit, nous, notre activité se développer très fortement sur le monde de l'Asie. D'accord. Ce qui montre que c'est un pays, ce sont des pays qui sont en forte croissance, en fort développement, et qui acquièrent des technologies. Et qui sont en train de s'ouvrir sur le reste du monde, ça on l'avait remarqué. Tout à fait. Parlons de la jonction Oui, maintenant entre votre univers, on en parlerait longtemps, c'est vrai que c'est passionnant, et la relation client. oui, Donc il y a 2 facettes en réalité. Il y a la facette, la relation client pour Sistran, oui, pour comment est-ce que Sistran améliore, fait évoluer sa relation avec ses propres clients, et comment, dans un deuxième aspect, Sistran contribue de manière plus globale à la relation client et à l'amélioration. Et là, vous l'avez un peu évoqué, dans un univers, un contexte européen multilingue complexe, oui, il y a effectivement besoin, surtout dans un oui, univers où ça devient théoriquement très facile de monter un site internet et de le traduire dans plusieurs langues. Encore faut-il après récupérer ce qui s'est dit dessus et comment les consommateurs ont posé des questions et il va falloir les traiter et y répondre. C'est une problématique qui se généralise effectivement considérablement. Alors, le premier aspect. Donc, le premier aspect, la relation client chez Sistran. Oui. Donc c'est un sujet que j'ai pris en charge il y a cela 2 ans maintenant. La problématique est complexe parce qu'en fait, on a comme client des individus isolés avec des solutions installées sur PC sous Windows à partir de 50 €. Et à côté de ça, on a des grands comptes internationaux qui utilisent notre outil avec des solutions logicielles très complexes sur plusieurs serveurs qui correspondent donc à des investissements évidemment très lourds. Donc pour faire ce grand écart,
Nous avons choisi chez Systran d'organiser les systèmes de relations clients à différents niveaux. Et avec en particulier, j'ai créé une équipe de consultants techniques qui sont des Technical Account Managers, pour prendre le vocable, je dirais, inventé par Microsoft il y a de cela une petite En dizaine français, d'années. est-ce que vous avez peut-être la traduction? Consultant technique, responsable technique de compte, pour prendre le terme exact, voilà, qui permet de personnifier finalement la relation client avec ses grands comptes. C'est-à-dire que le grand compte a un interlocuteur unique à partir duquel il va pouvoir poser toutes ses questions et cette personne va pouvoir dispatcher les différentes questions aux bons interlocuteurs à l'intérieur de la société. Vous voulez dire que vous désignez chez vos clients un interlocuteur qui vous servira à vous de porte d'entrée vers l'ensemble ou c'est l'inverse? C'est l'inverse. Donc les interlocuteurs qui, eux, dans une grande entreprise, Qui peuvent sont être nombreux, oui. auront, eux, une porte d'accès unique chez Systran, Oui. et vous, enfin, cet interlocuteur fera son affaire de dispatcher les questions, les réponses. Exactement. Et un des points innovants de cette approche, parce que cette approche, elle n'est pas innovante, mais elle est classique, mais un des points innovants de cette approche, c'est que j'ai choisi que ces personnes ne soient pas cloisonnées à la relation client après-vente. C'est-à-dire qu'ils font également toutes les activités d'avant-vente, de présentation du logiciel, démonstration, construction de pilotes, POC, Proof of Concept, comme on dit dans notre jargon, maquettage, et également, une fois que le client, je dirais, a choisi notre solution, il y a toute une phase de mise en œuvre, de formation, qui est conduite également par ces consultants techniques. Donc, le client n'a pas l'impression, si vous voulez, de changer d'interlocuteur. Il est pris par la main dès le début par une personne qui connaît sa problématique et qui a suivi tout son cheminement jusqu'à sa mise en œuvre. Et ça, c'est vraiment très apprécié par nos clients. On a un taux de fidélisation extrêmement élevé grâce à cette approche-là. Et les grands comptes sont, j'allais dire, bien servis, entre guillemets, parce qu'ils ont d'une part une infrastructure avec un portail self-service pour pouvoir créer des tickets, un alias email pour pouvoir envoyer des emails dans une base de données qui va gérer des tickets. Donc ça, c'est des choses assez classiques. Mais ils ont surtout un interlocuteur technique qu'ils peuvent adresser et par email, par téléphone. Et ils sont sûrs d'avoir un suivi très précis par rapport à Quelles sont les principales attentes de vos clients? Et la question rituelle, c'est de dire qu'est-ce que ce sera à la fin, quand vous aurez fini de très bien travailler, une très bonne relation avec vos clients? Comment vous le mesurez? La mesure, c'est un autre aspect. Mais déjà, pour la première partie de votre question, je dirais que c'est ce qui compte, finalement, c'est que l'attente du client, c'est toujours une traduction qui est toujours imparfaite. Voilà. Ils ont soif, évidemment, d'une traduction meilleure. À laquelle ils n'ont pas besoin de revenir. À laquelle il faut toujours revenir. Ouais. C'est comme quand vous éditez un site web, que vous le faites même publier. Vous avez toujours besoin d'un responsable éditorial qui va mettre son sceau avant une publication effective. Là, c'est pareil, dans la traduction. Il y a quelqu'un qui va traduire. Ce quelqu'un peut être une machine, peut être un mélange d'une machine et d'un traducteur professionnel. Mais à un certain moment, il y a bien une validation qui est faite par un éditeur. Voilà. Donc, on est toujours dans une articulation entre la machine qui fait un premier travail, on dit souvent un draft, d'une certaine manière, et puis une deuxième passe qui est faite par un humain, en général un professionnel, qui vient donc d'une agence de traduction ou un traducteur freelance, et cette personne va faire ce qu'on appelle de la post-édition, c'est-à-dire il va réviser les textes produits par les machines pour les finaliser. On est vraiment dans le concept de l'édition classique, ça se passe comme ça dans les journaux. Tout à fait. Donc c'est aussi bien comme ça qu'on fonctionne. Et on a par exemple récemment lancé une nouvelle solution très innovante pour rendre multilingue les sites web, qui est basée sur cette logique-là. C'est-à-dire qu'en un clic, on va rendre multilingue par des traductions automatiques un site web, mais on va aussi fournir tous les outils de révision en mode WYSIWYG pour qu'une personne qui est habilitée par un nom d'utilisateur mot de passe va pouvoir post-éditer
le résultat de la machine et finaliser finalement son site web multilingue. Et on croit beaucoup à la généralisation de cette approche-là. C'est-à-dire que la machine fait un premier travail et l'homme va finaliser ce travail. Évidemment, plus la machine fait le travail de façon... Plus on arrive au 99e mètre sur 100 mètres. On n'est quand même pas encore au 99, mais on est aujourd'hui dans des approches de l'ordre de 85% qui sont faits automatiquement par la machine. Et les 15% qui restent... sont ensuite faits par des traducteurs, soit des agences, soit directement des chefs de produits, par exemple, de grandes entreprises. Alors bien sûr, j'imagine que votre demande, elle évolue, par la couverture géographique. Plus l'Europe grandit et plus il y a besoin d'échanger dans des langues nouvelles et des pays petits parfois, etc. C'est exact. Avec une problématique, j'imagine, que vous devez rencontrer, c'est des petits pays mineurs avec un poids économique faible. Mais pour la complexité, c'est la même, voire pire. Si je parle de la Grèce ou de certains pays, où en plus les caractères ne sont pas les mêmes, etc. Donc, comment vous gérez ça? C'est exact. On est tout à fait confronté à cette diversité. Aujourd'hui, le produit est capable de traiter jusqu'à plus de 80 combinaisons de langues. Ouais. On parle de combinaisons de langues, parce que la traduction, c'est on part d'une langue et on va vers une autre. Donc, ce sont des couples. On appelle ça des paires de langues chez nous. Et donc 80 combinaisons, ça représente presque 30 langues différentes, à peu près, pour donner un ordre de grandeur. Et c'est vrai que de plus en plus, on nous demande des langues que l'on qualifie d'exotiques, mais qui peuvent être portées par de forts enjeux. Je prends l'exemple d'une langue africaine comme le somali, que divers organismes militaires nous ont demandé donc, de traiter. En fait, ces langues-là sont essentiellement des langues orales, sont très peu écrites. Et donc, on est confronté à la problématique de quelle est la bonne grammaire, hein, parce qu'évidemment, pour un mot qui est prononcé, vous avez peut-être plusieurs formes d'écriture. Voilà. Ah oui. Donc, on doit traiter ces problématiques-là, et finalement, c'est plus facile de travailler avec des langues classiques, hein, comme les langues européennes, ou même asiatiques, hein, chinoises. Dès que l'on travaille sur des langues qui sont plus orientées sur l'oral, il est plus difficile de travailler sur des textes parce que les textes n'existent pas. Et alors, l'autre phénomène qui doit avoir un très très fort impact sur votre activité, c'est la croissance du commerce électronique. Tout à fait. Avec, bien entendu, vous avez évoqué les sites internet, mais on peut aussi imaginer les réseaux sociaux. Exactement. Donc là, bien sûr, il y a du Google Translate qui est là au milieu, etc. Mais il y a aussi des problématiques des éditeurs qui veulent contrôler leur... Tout à fait. Tout à fait. On a donc comme clients des sociétés comme eBay, hein, par exemple, qui ont mis en place des systèmes de traduction automatique pour pouvoir valoriser des enchères nord-américaines pour un public espagnol sud-américain. Parce qu'ils se sont aperçus, par exemple, chez eBay, que les Sud-Américains sont très friands des vêtements, des bijoux qui sont vendus par les clients nord-américains. Donc ils ont optimisé ce flux de transactions par de la traduction automatique. Et évidemment, c'est très complexe de pouvoir traduire automatiquement des textes qui ne sont pas préétablis. C'est-à-dire que ce sont des textes qui sont produits par des internautes avec des fautes d'orthographe, du mal dit, j'allais dire, du code, des erreurs d'écriture, hein, voilà, qu'il s'agit de pouvoir compenser. Le mode SMS, quoi, que les jeunes connaissent bien. Tout à fait. Voilà. Donc on a également des clients comme Vente Privée en France qui utilisent notre technologie également pour traduire dans une logique de rush, j'allais dire. Je traduis pour la campagne marketing que je lance dès le lendemain, par exemple. Voilà. Et les problématiques de time to market qui sont extrêmement cruciales. Voire même de temps réel, parce que si vous intervenez dans le domaine des échanges par chat... Oui, tout à fait. Donc là, c'est encore pire, c'est que c'est plus du time to market, c'est du temps réel. Tout à fait. Donc vous faites aussi ce genre de choses? On fait tout à fait ce genre de choses. En général, on le fait dans le contexte professionnel. Par exemple, on a un gros client qui est Accenture, au niveau mondial, qui a mis en œuvre un système de chat interne pour l'ensemble de ses employés et qui s'appuie sur notre technologie. De sorte que les gens puissent se comprendre, même si je ne suis pas anglophone, par exemple. Vous ramenez tout à l'anglais, c'est ce que vous faites? Alors c'est un peu vrai, c'est-à-dire que le besoin
des éditeurs, des grands systèmes, des intégrateurs systèmes, c'est essentiellement une problématique de offshoring. C'est-à-dire qu'ils ont des grands projets dans les opérations, je sais pas, en Hollande, en France, en Allemagne, qui ont donc des projets écrits dans les langues en allemand, en néerlandais ou en français. Et ils ont besoin de sous-traiter une partie de ce projet informatique à des personnes qui sont uniquement anglophones et qui sont basées à Singapour, à Manille ou ailleurs. Donc il s'agit de traduire tous les documents relatifs à un projet informatique vers l'anglais, qui est ensuite donc traité et réalisé par des plateformes offshore. Et ensuite, il faut retraduire dans son inverse, dans la langue du client final, finalement, toute la documentation applicative. Okay. Donc on a plusieurs grands clients, dont Accenture, mais pas que eux, on a bien d'autres intégrateurs systèmes, qui font cela, qui font avec Systran, ils optimisent la relation interne avec leur plateforme offshore. Et donc on peut imaginer que la traduction vocale instantanée dans les plateformes de centres de relations clients, par exemple, centres d'appel, c'est un marché assez colossal également, parce que la problématique de piloter, on peut imaginer par exemple le responsable de groupe qui lui va encadrer des gens qui parlent des langues différentes que lui-même ne comprend pas toutes. Oui. Il y a un besoin pour lui pour savoir si ça se passe correctement, est-ce qu'on raconte bien la chose convenue aux consommateurs. Vous avez tout à fait raison. Il y a un marché considérable sur ce sujet. Il y a un marché que l'on a commencé déjà à adresser. C'est-à-dire là, on vient à la deuxième partie de votre question, c'est-à-dire finalement comment Systran optimise une relation client de ses clients. Ouais. Pour vous citer par exemple également un autre client qui est Systran, qui est très très friand de notre technologie, qui s'appelle PSA, le groupe automobile français. Ils ont mis en place une application qui permet de traduire toutes les remontées de dysfonctionnement des concessionnaires. Donc ils ont une application centralisée dans laquelle ils font remonter tous les dysfonctionnements qu'ils trouvent dans les véhicules, dans les réparations de véhicules, de leurs concessionnaires. Donc ça c'est écrit évidemment dans plein de langues différentes, et tout ça doit être traduit en anglais dans la base centrale. Donc on a plusieurs clients comme ça qui ont besoin de rendre monolingue leur base de tickets, d'une certaine manière, de la relation client-prévente, qui sont produits dans les langues locales. On peut imaginer le superviseur d'un groupe. Imaginons, par exemple, je travaille pour PSA, j'ai une équipe qui va prendre au téléphone les réclamations oui. des concessionnaires européens. Oui. Donc ils vont recevoir, forcément, le concessionnaire danois va téléphoner, il va tomber sur quelqu'un qui parle danois. Oui. Ou alors, oui, ça, il parle danois, mais celui qui veut écouter la conversation, lui ne parle pas danois, il parle allemand, donc il va lui falloir une traduction en simultané de ce qui se dit en danois entre les personnes qui parlent danois et lui qui lit en allemand. On n'en est pas encore au simultané dans ce contexte-là, mais on a plusieurs cas de clients où on a effectivement cette relation client de premier niveau qui est faite dans la langue locale, et tout l'enjeu, c'est de transcrire cette information écrite en langue locale dans une langue anglaise pour pouvoir sur un support de niveau 2. Parce que le support de niveau 2 il est toujours fait par des anglophones. D'accord. C'est ça. Si vous voulez, il y a une certaine hiérarchie dans le traitement des tickets de relations clients. Mais ça, c'est pas spécifique à l'automobile. Hein, on le voit dans l'informatique, on le voit dans d'autres domaines, dans l'aéronautique également, par exemple. Ah, c'est passionnant, ça. Alors, comment ça va évoluer? C'est sans trahir le secret défense, puisque c'est sensible, mais oui. Comment vous voyez les choses évoluer dans les années à venir? C'est quoi les grands enjeux de votre secteur d'activité et qu'est-ce que les clients vont demander dans les années à venir? Les clients, ils ont toujours le même leitmotiv. Je veux une traduction de meilleure qualité. Et de plus en plus instantanée. De plus en plus instantanée. Je pense qu'il y a vraiment les deux contraintes. Alors, la traduction, elle est relativement, j'allais dire, rapide au regard de l'immensité et la complexité du traitement informatique qui est sous-jacent. Malgré tout, quand on veut monter en qualité, on perd en performance. C'est un peu comme au téléphone. On veut avoir de plus en plus de mobilité oui. et on a accepté une dégradation du son, puisque c'est ça qu'on oui. peut constater, c'est que qui s'est même transmise
à la qualité des transferts, même sur les téléphones fixes, où on a perdu en qualité avec la numérisation et le partage des bandes passantes. On a une moindre qualité, mais comme les gens ont été habitués à une moindre qualité sur les téléphones mobiles, ils ont fini par accepter que ça se dégrade sur les téléphones fixes. C'est assez étonnant. Et donc là, effectivement, il va falloir accepter une moindre qualité de traduction pour être capable quand même de tendre au temps réel, pour être capable d'intervenir dans une langue qui n'est pas la sienne. Alors, vous avez en partie raison. C'est-à-dire que quand on parle de rapidité, on compare, je dirais, une fraction de seconde à 2-3 secondes. Donc, dans la plupart des usages, on accepte un temps de latence de 2-3 secondes. Voilà, c'est pas très primordial. Par contre, ce que l'on a en regard aussi, c'est la capacité informatique qui n'arrête pas de se démultiplier. C'est la loi de Moore. Oui. Et en fait, ça nous aide énormément, les avancées technologiques. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, on pouvait encore traduire automatiquement sur un PC, sous Windows. Aujourd'hui, si on veut monter en qualité, on arrive à un point où un PC ou un serveur unique n'est plus suffisant à traiter le texte dans un laps de temps correct. C'est-à-dire qu'on est amené aujourd'hui, et dans les travaux que nous menons aujourd'hui chez Sistran, à clusteriser, d'une certaine manière, à démultiplier le traitement de la traduction automatique sur N serveurs, tout parallélisé, bien sûr sur le cloud, etc., déporté, mais on est dans une logique de parallélisation, c'est-à-dire qu'on prend un document, il ne va pas être traité par un serveur. Jusqu'à présent, c'était le cas. Aujourd'hui, on prend un document, il va être segmenté en phrases. Chaque phrase va être traitée par des serveurs différents, de façon entièrement anonymisée, mutualisée. Le fameux cloud. Le fameux cloud, je dirais, on s'y dirige, on en fait, et c'est ça l'avenir. C'est-à-dire qu'il faut multiplier la puissance informatique, la puissance de feu, la puissance de calcul, pour pouvoir garder des temps de réponse de quelques secondes, avec une qualité de traduction bien meilleure. Et donc, la question qui nous vient souvent, c'est la sécurité. Parce que vous avez fait allusion à certains de vos clients qui ne doivent pas avoir tellement envie que les données circulent. Donc, il faut à la fois chercher la puissance de calcul dans le cloud et en même temps préserver la notion de confidentialité. Remarquez, ça, c'est un sujet qui est traité, mais est-ce que vous n'avez pas peur, comme tout, des pirates, des hackers de tout poil qui vont s'attaquer à vos systèmes? Alors, oui et non, mais c'est vrai que quand le client a un besoin de sécurité, clairement exprimé, il nous choisit et nous avons la chance de pouvoir leur proposer une solution informatique qu'il peut installer sur ses propres machines, à l'intérieur de son pare-feu, sans aucun accès sur Internet. Et donc, il peut traduire en toute confidentialité tous les textes, tous les documents qu'il souhaite. Et ça, c'est un facteur de différenciation par rapport au portail de traduction, et souvent un des facteurs clés qui fait que nos clients achètent la technologie Sistran. C'est que Sistran est internalisable à l'intérieur des entreprises. Donc, il peut être utilisé pour traduire des documents de nature confidentielle. On a des clients dans le monde bancaire, des BNP, des Barclays, des HSBC, et Crédit Mutuel et bien d'autres, qui ont vraiment fait le choix à Sistran, à la fois pour sa qualité de traduction et sa capacité de personnalisation, mais aussi parce qu'il peut, grâce à Sistran, tout internaliser et éviter que des fuites d'informations qui pourraient être préjudiciables à l'entreprise. Et est-ce que vous avez le sentiment d'être un des catalyseurs, un des acteurs importants dans la consolidation de notre territoire et notre espace européen? Oui, on est un facteur, on est un outil qui réduit la langue, qui réduit la barrière de la langue. Donc on est un facteur d'intégration, et d'ailleurs on a souvent fait des actions de communication commune avec le ministère de la Culture, avec le département qui s'occupe de la préservation de la langue française, parce qu'en fait on est un facteur, on est un outil de traduction, donc on peut ainsi transcrire des textes anglo-saxons en langue française et donc pérenniser les langues
Et en même temps, aider les peuples européens à se comprendre sans forcément être obligés eux-mêmes d'acquérir la compétence dans toutes les autres langues. Tout à fait. C'est fascinant. C'est pour ça que l'enjeu est très important et que la société Sistran a un avenir, un potentiel d'avenir énorme. Écoutez, c'est vraiment tout le bien qu'on peut lui souhaiter et on vous remercie beaucoup de ces explications qui vont bien au-delà de ce qu'on pouvait soupçonner. Merci beaucoup. Merci.